Il a été Premier ministre, c'est l'une des grandes figures de la diplomatie française. Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, il tenait le marteau qui scellait les accords de Paris, sans doute l'un des moments les plus importants de sa vie politique. Et avec lui, on va dresser le bilan des avancées et des renoncements 10 ans après. Bonsoir Laurent Fabius. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va parler de cet accord arraché un peu à minima hier à Belém, cette COP 30. Mais si vous le voulez bien, pour bien, avant de parler du texte, mesurer le changement de contexte, on va revoir ces deux images qui en disent long sur ce qui a changé entre 2015 et 2025. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Le changement climatique est la plus grande escroquerie jamais menée sur Terre, d'après moi. Quoi qu'il arrive avec le changement climatique, c'est toujours de votre faute, vous êtes toujours impliqués dedans. Toutes les prédictions qui ont été faites par les Nations Unies et tous les autres pays sont souvent faites pour de mauvaises raisons et sont toutes fausses. Elles ont été faites par des gens stupides. Ne tombez pas dans le piège de l'arnaque verte, sinon votre pays est voué à l'échec. Auriez-vous imaginé cela 10 ans après l'accord de Paris? Une telle régression sur le climat, Donald Trump qui déserte la COP et qui s'affirme ouvertement climato-sceptique. L'accord de Paris, c'est un énorme succès. Et il est dû, je laisse de côté la capacité de la diplomatie française que je conduisais, mais il est dû à ce que j'appelle, avec un peu d'anglais, les 3 S. La science. Bon. À l'époque, la science n'était pas contestée. Et c'est la science qui nous a dit maximum 1,5 degré. Deuxièmement, la société. Je ne dis pas que tout le monde était enthousiaste, mais il y avait dans les entreprises, dans les organisations, dans les collectivités locales, l'idée qu'il fallait avancer en matière de climat. Et puis surtout, le 3e S, c'est States, les États. On avait un contexte international qui était très différent d'aujourd'hui. Et évidemment, nous, on a travaillé en ce sens pour faire en sorte que la Chine, les États-Unis, à l'époque c'était Obama, Xi Jinping, l'Inde, etc., que tout le monde soit d'accord. Bon. Si vous prenez aujourd'hui le contexte, ça a changé, la science est attaquée, notamment par ce grand scientifique qu'on vient de voir s'exprimer. Donald Trump. La société, c'est plus difficile qu'avant, parce que il y a des intérêts, notamment financiers, qui sont en jeu, etc. Et puis surtout les États. Le multilatéralisme auquel on croit, qui est absolument nécessaire en matière climatique, parce que vous n'allez pas mettre des douaniers pour arrêter les gaz à effet de serre, le multilatéralisme est attaqué. Donc, objectivement, c'est beaucoup plus difficile. Comment vous l'expliquez ? Ce qu'on appelle maintenant le backlash, le fameux retour de bâton sur les questions écologiques. Je pense qu'il y a... Il ne faut pas d'ailleurs l'exagérer, parce que quand on interroge la population, dans les pays où on peut interroger librement la population, elle est quand même favorable à une action. Mais je crois qu'il y a 2-3 causes qui expliquent cette difficulté, parfois ce recul. D'abord, là, vous venez de faire une émission sur ce qui se passe en Ukraine. Bon, et évidemment, les gens sont inquiets. Les budgets sont consacrés pour une large part à la défense. Donc, ce n'est pas du tout le même état d'esprit qu'il y a 10 ans. Premier point. Deuxième point, pour arriver à lutter contre le changement climatique, ça demande des efforts, des changements qui sont très difficiles. Et si ces changements ne sont pas accompagnés socialement, économiquement, les populations refusent. Et puis, il y a évidemment la défection américaine. Mais faisons attention. L'accord de Paris, c'est la base. Et l'accord de Paris, on ne le dit pas assez, a quand même eu des résultats extraordinairement spectaculaires. Au moment où j'ai frappé avec mon petit marteau, la prévision faite par les scientifiques pour la fin du siècle était une augmentation minimum de 4 degrés. Aujourd'hui, les mêmes scientifiques nous disent on est, je dirais, plutôt à 2,5. Bon. La différence entre 2,5 et 4 degrés, c'est en moyenne 60 jours de canicule en moins. 60 jours où vous n'avez pas plus 35 degrés. C'est des millions de vies épargnées. Bon, donc je ne dis pas que ce soit suffisant, il y a des efforts à faire. C'était quand même un 5, voire 2, et là on est au-delà. Oui, mais je ne vais pas trop entrer dans la technique, mais
j'ai fait écrire, et c'est moi qui ai arbitré, 2 et 1,5 si possible. Mais il n'y avait pas accord entre nous pour savoir si on ne dépasserait jamais 1,5 ou si on dépasserait 1,5 et on irait dans l'autre sens jusqu'à à la fin du siècle. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va dépasser 1,5, mais il faut faire pas mal d'efforts, très difficiles, pour ensuite redescendre. Mais est-ce que les défenseurs de la cause écologiste n'ont pas commis des erreurs qui expliqueraient aussi le retour en arrière ? Ça dépend lesquels. Certains d'entre eux, je pense. Certains d'entre eux. Si vous proposez des solutions absolument irréalistes, évidemment, la population se rebelle. Et donc, il y a, mais il ne faut pas exagérer ce point, parfois une espèce d'accord objectif, comme on dit, involontaire, entre d'un côté des climato-sceptiques, qui sont en général plutôt d'extrême droite ou de droite, et d'autre part des gens très bien intentionnés, mais qui proposent des choses qui font fuir tout le monde. Qui font peur. Donc, il faut à la fois être ambitieux et réaliste, notamment vis-à-vis des entreprises. On ne peut pas arrêter comme ça toute La une France série n'est pas de carburants. épargnée par ce qu'on appelle maintenant une forme de populisme vert. Oui, ça existe, ça existe. Mais on va revenir, j'imagine, à Belém. On y vient. C'est ça l'actualité. Tout de suite. Mais bon, alors il y a des critiques vis-à-vis de la position française. Vous avez des organismes officiels très très sérieux, le Haut Conseil du climat, la Cour des comptes, etc., qui font le bilan. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans parce que je ne fais pas de politique malgré votre titre. Bon, mais la France et l'Europe font quand même en général beaucoup plus que d'autres continents. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils en fassent moins, mais il faut quand même proportionner les choses. Et l'une des choses, je fais le lien, ce qui s'est passé à Belém et qui doit nous faire à la fois réfléchir et agir, c'est que l'Europe a été placée dans une situation beaucoup plus difficile que dans les COP précédentes. Alors on y vient, justement. Parce qu'elle se retrouve un petit peu seule. Vous allez nous dire pourquoi, justement, l'Europe est isolée. 194 pays réunis donc au Brésil. Vous y étiez à Belém pour le sommet des leaders qui est en amont de cette conférence je suis intervenu, d'ailleurs. Intergouvernementale. Cette COP est jugée très sévèrement manque d'ambition, notamment par les ONG, mais aussi par la nouvelle ministre de l'écologie. Écoutez, Monique Barbu, vous nous dites si vous êtes d'accord avec son bilan. On ne s'y oppose pas parce que il n'y a rien d'extraordinairement méchant à l'intérieur. Enfin, c'est un texte qui est un texte assez plat. Alors, je vais vous dire les choses. Pour moi, qui connais évidemment très bien ces sujets depuis maintenant 10 ans, le bilan de la COP de Belém, c'est un bilan mitigé, c'est un bilan en demi-teinte. Et soyons clairs. Et ça se traduit comment ? Par un accord final qui à la fois été nécessaire, mais qui est très fragmentaire. Nécessaire parce que si on n'avait pas été capable de se mettre d'accord, et c'est ce que veut dire Mme Barbu certainement, c'était une défaite terrible. Bon, parce que l'accord de Paris, c'est vraiment l'incarnation du multilatéralisme. Si ces pays, dans le seul domaine où il y a encore du multilatéralisme, n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça aurait été une grande défaite. Donc c'était nécessaire. Mais c'est très fragmentaire. Et les commentateurs insistent, en particulier avec raison, sur le fait qu'il n'y a rien sur les énergies fossiles, sur le chemin des énergies fossiles, trajectoire que même des réduction. choses où on a avancé ne sont pas reprises dans l'accord final. Par exemple, il y a des efforts pour lutter contre la déforestation, ça n'est pas repris dans l'accord final. On avait fait toute une série de propositions sur le méthane, qui n'est pas le dioxyde de carbone, mais qui est un gaz très, très négatif. Ça n'est pas repris. Et donc, oui, je le répète, accord nécessaire mais fragmentaire, bilan mitigé, bilan de mi-teinte. Il faut être clair. Moi, je me pose la question de la méthode. Les COP, vous dites, on a réussi à sauver le multilatéralisme dans le contexte. On comprend pourquoi c'est important, mais parfois c'est au détriment de l'urgence climatique. Donc, est-ce qu'il faut faire des COP chaque année avec des objectifs dont on sait qu'ils ne sont pas contraignants, c'est bien tout le problème, qu'il y a un problème du suivi, de l'exécution des engagements. À quoi bon des accords à minima chaque année plutôt que d'espacer ces grands rendez-vous, de changer la méthode ? J'ai évidemment beaucoup réfléchi à cela. Et ma conclusion, c'est que les COP sont contestables, mais irremplaçables. Contestables parce qu'elles ont beaucoup de défauts.
en particulier par le fait qu'on a fait venir 50 000 personnes et le bilan n'est pas à la hauteur d'eux, etc. Mais il n'y a pas un seul endroit où vous pouvez, devant l'opinion publique mondiale, faire pression et mettre chaque pays devant ses responsabilités en disant l'objectif, c'est d'être fidèle à l'accord de Paris. Si ça n'existait pas, je dirais qu'on dégringolerait de plusieurs marches. Donc, tout à fait contestable. Et donc, il faut réfléchir aux moyens d'améliorer. Il y a eu des choses qui ont été faites. Vous avez Par exemple, des pistes oui, bien sûr. C'est la première fois qu'on aborde les questions de justice, au sens des juges. Or, vous avez peut-être vu que la Cour internationale de justice, qui est l'organisme suprême auprès de l'ONU en matière de justice, a dit que l'accord de Paris, c'était pas simplement un devoir moral et un devoir légal. Ce qui veut dire, je peux déjà vous dire, qu'il va y avoir des attaques, des procès contre des États parce qu'ils ne respectent pas l'accord de Paris. Bon, pour la première fois, on a décidé que à la prochaine COP, j'espère qu'on va en parler, on va traiter les questions de santé. On peut se demander, le Covid. Bon, le Covid, c'était très grave, mais d'une certaine manière, j'espère ne pas vous choquer en disant cela, moins grave à terme que les effets du dérèglement climatique, qui vont tuer, si on n'y fait rien, des millions de personnes. On a trouvé en quelques mois des centaines de milliards pour lutter contre le Covid. Pourquoi n'y arrive-t-on pas avec la question climatique ? Eh bien, c'est terrible à dire, mais parce que les conséquences que tout le monde entrevoit ont l'air d'être plus à long terme. Et c'est ce que le Premier ministre canadien appelle la tragédie des horizons. Beaucoup de gouvernants gouvernent en fonction des élections et ne se préoccupent pas beaucoup de ce qui va se passer ensuite pour nos enfants et pour nous-mêmes. Donc, vous me dites, les COP... tout de même, dans cette COP, malgré ses limites, qui sont évidentes, l'Europe a été obligée, finalement, d'accoucher d'un plan. Il y a une centaine de pays qui ont été obligés d'accoucher un plan. Et les États-Unis, en sous-main, ont agi, évidemment, pour essayer de torpiller tout cela. Mais personne d'autre qu'eux n'est sorti de l'accord de Paris. Et il y avait quand même des Américains. Il y avait le gouverneur de Californie, il y avait beaucoup de maires. Oui. Si vous n'aviez pas cette réunion annuelle, qu'est-ce que vous auriez ? Rien du tout. Mais est-ce que la défection américaine n'est pas plus grave encore qu'on peut l'imaginer ? Parce que ça a deux conséquences. Comme c'est la première économie de loin du monde, les efforts que font les autres sont minés par les émissions de gaz à effet de serre des Américains. Bien sûr. Donc ils font des efforts, mais ils n'en voient pas le résultat. Bien sûr. Et deuxièmement, les États-Unis en tirent, alors je ne sais pas si c'est à long terme, mais en tout cas à court terme, ils en tirent un avantage, puisqu'ils font beaucoup moins d'efforts, ils mettent l'argent dans l'industrie, dans l'armement, et non pas dans le réchauffement. Et les États-Unis sont les premiers producteurs de gaz et de pétrole dans le monde. Et du coup, ils ont une énergie moins chère. Bien. Mais moi, je ne connais pas, vous sans doute non plus, de pistes qui permettent de dire Monsieur Trump, faites le contraire de ce que vous avez décidé. Bon, donc, on est devant le monde tel qu'il est. Et il ne faut pas du tout baisser la garde. Il faut continuer, sans être naïf et tout en étant réaliste, à aller dans le bon sens. L'une des conséquences qu'on doit tirer de cette COP, c'est qu'il faut revoir, en tout cas réexaminer un certain nombre de nos alliances. Bon, le premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, c'est la Chine. L'Europe doit travailler avec la Chine. Et la Chine fait des choses importantes. Elle est championne en matière de technologie propre. Championne au monde. Bien sûr. On va y venir. Je voudrais juste, vous avez dit, l'Europe est très isolée. Est-ce que les COP ne sont pas en train de tourner une forme de bras de fer nord-sud qui fait que, sans les États-Unis, les pays dits du Sud global réclament des dommages, et ils en sont complètement légitimes, puisque la plupart des pays du Sud en voie de développement, comme on dit, sont les victimes principales du réchauffement et n'en sont pas responsables. Et donc on réclame à l'Europe de payer, mais quand l'Europe veut des engagements chiffrés sur la réduction des hydrocarbures, c'est beaucoup plus difficile. C'est l'échec. Donc, vous avez tout à fait raison. Cet affrontement au fond nord-sud est inévitable. C'est vrai, c'est peut-être encore plus compliqué, et c'est ce qu'on voit à travers cette COP et ces résultats dont j'ai dit qu'ils étaient en demi-teinte, parce que je suis quelqu'un de poli et de diplomate. Les BRICS, ce qu'on appelle les BRICS, ont eu une importance décisive, et là, avec une alliance avec les pays arabes.
Producteur de pétrole, notamment. Oui, bon, l'Arabie Saoudite est le premier producteur. Mais ça, etc. c'est nouveau. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. C'est nouveau qu'il soit entendu à ce point. Et donc, ça veut dire, et l'Afrique elle-même, qui, au moment de l'accord de Paris, m'avait beaucoup aidé, prend une position un peu différente en disant, écoutez, vous nous avez promis des financements et des technologies, où sont-elles ? Nous avons un peu de gaz, un peu de pétrole. Notre population, je pense à certains pays d'Afrique, est pauvre. Bon. Alors, donc, il faut maintenir les COP, malgré leurs défauts. Il faut retravailler, la stratégie. Il faut être à la fois ambitieux et réaliste. Et si je fais une prévision, il y a eu un accord qui a été trouvé, qui est un accord, je dirais, baroque, pour être aimable, pour la COP de l'année prochaine, qui va donc être accueilli par la Turquie. Oui, et non pas l'Australie. Mais l'Australie va présider les négociations, alors que la Turquie présidera la COP elle-même. Comprenne qui pourra. Bon, donc ça, c'est pour l'année prochaine. Ça, c'est déjà très difficile en termes d'affichage. Voilà, vous êtes... Euphémisme, diplomate, comme vous. Bon, donc il y a du travail. Ensuite, très intéressant, ça va être l'Afrique, l'Éthiopie. Et donc, je peux prévoir dès maintenant que la COP, dans 2 ans, c'est l'Afrique. Et dans 3 ans, c'est l'Inde, qui va devenir le pays le plus peuplé du monde et qui produit beaucoup de charbon, et qui utilise beaucoup de charbon. Et qui a fait obstacle à la résolution de cette Qui a année. fait obstacle, mais ce n'est pas ceux qui se sont mis les plus en avant. Plus en avant, c'était les Saoudiens et les Russes. Bon. Et derrière, les Américains n'étaient pas présents. Mais vous avez en noté, sous-main, on a l'impression à vous entendre sans doute, pilote. Hein. J'ai cité l'Arabie Saoudite et la Russie. Or, qu'est-ce qu'a fait M. Trump la semaine dernière? Qui a-t-il reçu en grande pompe? M. MBS. Quand est-ce que le plan américano-russe, si je veux dire, est sorti? Ce week-end. Oui. Et c'est le moment où il y a la COP de... Donc, vous pensez que cette rencontre... on fait passer une ligne droite. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays qui Il a pesé, donc. Il a pesé sur MBS Bien et sûr, sur les pays mais pour le moment, je touche du bois, personne d'autre n'est sorti de l'accord de Paris, qui est donc le môle qu'il ne faut surtout pas abandonner. Laurent Geoffrin? Non, mais je me demandais, est-ce qu'il y a des pays qui ont peur de Trump dans cette affaire, qui voudraient aller je prends un dans exemple, le sens qui est bon sens, mais qui n'y vont pas parce qu'ils ont peur. Il y a 2 semaines, il y avait un accord qui était prévu de longue date, qui avait déjà été négocié au mois d'avril, sur le transport maritime. Le transport maritime, ça représente entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre. L'accord était prêt, il fallait l'entériner. Les Américains ont fait une pression près de l'ensemble des pays du monde, et ont obtenu que cet accord qui était prévu, qui aurait diminué fortement les émissions de gaz du transport maritime, ne soit pas accepté. Je voudrais qu'on dise un mot de la Chine, puisque la Chine est bel et bien présente, elle, à la COP. Elle est, on le disait, championne des technologies propres et en même temps le plus gros pollueur de la planète. On a vu la polémique Shein avec l'ultra fast fashion. Elle est très loin de la transition énergétique, la Chine, mais elle fait beaucoup d'efforts. Oui. À quel prix pour l'Europe? C'est-à-dire que nous, on se retrouve à la fois pris par les produits chinois ultra polluants, dont les normes sociales et environnementales ne sont pas respectées, et l'industrie automobile, électrique, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, où ils ont gagné cette guerre des énergies renouvelables. Donc on est perdant-perdant? Je vais répondre sur l'aspect gaz à effet de serre, parce que l'affaire Chine, c'est oui, mais important, c'est symbolique. C'est symbolique. La Chine est effectivement le premier émetteur de gaz à effet de serre, à environ 29%. Bon. Mais c'est aussi le pays le plus peuplé du monde. Bon. Elle a fait un effort considérable dans les technologies nouvelles, propres. Cet effort est tout à fait positif et remarquable, mais nous pose beaucoup de problèmes, puisque ça veut dire qu'elle devient très compétitive par rapport à nous. Bon. En revanche, en matière de charbon, il y a quand même beaucoup de progrès à faire. Et la Chine, par la bouche de son président, Xi Jinping, a déposé ce qu'on appelle NDC, sa contribution nationale, qui dit je vais arriver à mon pic d'émissions et ensuite je vais aller vers la neutralité carbone. Donc eux ont donné des chiffres, alors que par exemple l'Arabie Saoudite n'a donné rien du tout et l'Inde pas non plus encore de chiffres. Bon, donc
il faut travailler, bien sûr, avec la Chine, pas seulement avec elle, mais avec elle. Mais il faut aussi prendre des dispositions pour que nous ne soyons pas victimes, c'est la question que vous posez, notamment sur le plan industriel. Et c'est la première fois, ça va être d'ailleurs difficile, que dans cette COP de Belém, on dit qu'il faut aussi traiter les questions commerciales. Oui, et c'est là où l'Europe est mise en cause. En pleine guerre commerciale avec Donald Trump, la question de l'automobile chinoise est centrale, et pas que automobile. Ça sera l'Europe, le deuxième marché. Et si je peux expliquer un mécanisme un peu technique, l'Europe comprend bien ça, et elle a créé un mécanisme qui doit théoriquement entrer en application l'année prochaine, qui est de mettre un mécanisme de compensation carbone aux frontières. En gros, ça veut dire quoi ? Une taxe. Oui, ça s'appelle CBAM en anglais. Nous faisons des efforts pour améliorer notre bilan carbone. Très bien. Un certain nombre de pays, dont la Chine, mais un certain nombre de pays ne font pas les mêmes efforts. Bon. Si nous ne prenons pas de mécanisme aux frontières, ça veut dire que petit à petit, nos usines vont évidemment se déplacer dans les autres pays et les produits rentrer chez nous. C'est un peu déjà le cas. Sans droit oui, bien sûr. Et donc nous avons, enfin nous, l'Europe, nous avons mis au point un mécanisme qui dit, eh bien, si dans votre pays, soit la Chine, l'Inde ou un autre pays, vous faites moins d'efforts que nous en matière d'environnement, eh bien, il va y avoir une taxe qui va compenser la différence. Mais évidemment, c'est attaqué très violemment par ces pays-là. Très violent sur cette taxe, justement, à Belém, contre l'Europe. Et donc, c'est une des questions nouvelles qui sont abordées dans les COP et qui va mobiliser, évidemment, les diplomaties de tous les pays dans l'année qui vient. Mais il ne faut pas l'abandonner. Il faut bien qu'il y ait une compensation. Bon. Alors, les modalités, on peut en discuter, on doit en discuter, mais on ne peut pas, je vais parler un peu vulgairement, se laisser enfoncer dans tous les domaines. Il nous reste peu de temps, Laurent Fabius. Petite question sur l'automobile, justement. 2035, vous avez vu que normalement, c'est la fin du moteur thermique dans toute l'Europe. Bon, cet objectif va être sans doute reporté. Ça va trop vite ? C'est controversé. Moi, je connais bien les différents patrons des secteurs automobiles. Certains disent, effectivement, ça va trop vite, donc il faut se protéger. D'autres disent, oui, bien sûr, mais faisons attention, parce que si on ne prend pas la route de l'électrique, on va, à terme, être en grande difficulté. Dernier point, tout à l'heure, on parlait de l'accord de Paris. Il y a aussi un contexte nouveau. Au moment de l'accord de Paris, je suis le père, personne ne parlait de l'intelligence artificielle. On ne va pas poser des questions, je ne suis pas l'interrogateur, mais quelle est la part de consommation électrique supplémentaire dans les années qui viennent que va déclencher l'intelligence artificielle ? L'équivalent de la consommation d'électricité de toute l'Union européenne. Oui. Juste une dernière question, peut-être, non ? Vraiment, il nous reste très peu de temps. D'un mot. Vous dites que le bilan est mitigé. Est-ce qu'on peut mesurer le retard qui a été pris par rapport aux espoirs qui s'étaient levés au moment de l'accord de Paris ? Non, on ne peut pas. Mais je dis, il faut être réaliste, lucide, mais il faut continuer, j'allais dire le combat, continuer l'effort. Merci. Parce que c'est le problème qui va conditionner le sort de l'humanité dans les années qui viennent. Merci infiniment, Laurent Fabius. Vous avez vu qu'on n'a pas posé de questions politiques et il y en avait beaucoup qu'on avait envie de poser. Ça, c'est il va falloir investir de l'argent pour faire la transition. Et j'imagine que la situation budgétaire vous inquiète. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Tout est politique.